Ravi de vous retrouver dans votre émission Ma famille, ma vie. Nous sommes mardi 12 novembre. Nous sommes ensemble pendant une heure, donc de 10h30 jusqu'à 11h30. Alors, notre émission sera consacrée au syndrome des ovaires polykystiques, également connu sous le nom de SOPK. Saviez-vous qu'environ 10 à 15% des femmes en âge de procréer dans le monde souffrent de ce syndrome et cela signifie une femme sur 10. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir alors, les causes, les symptômes et les traitements avec nos invités ce matin. Et j'ai le plaisir de recevoir Zermati Shahinez. Donc, vous êtes docteur en gynécologie. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Ravi d'être votre invité sur les plateaux de Canal Algérie. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup d'être là. Et nous avons aussi donc docteur Berjan Fouzia. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Merci. C'est pas votre première télé avec nous. Effectivement. Voilà, en tout cas, ravi de vous recevoir. Merci, merci. Et ça va être en première partie d'émission. Et dans la deuxième partie, nous aurons docteur Wided Agabi qui, elle, nous parlera de l'insulinorésistance. On verra le lien qu'il y a donc avec ce syndrome. Et nous aurons Lina Deramchi. Donc, c'est notre coach sportif. Elle nous donnera quelques astuces, quelques conseils pour mieux vivre donc ce syndrome. Et bien entendu, vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone 021 23 98 91. Il s'affiche en bas de l'écran. Alors, vos témoignages, vous pouvez nous appeler, nous dire si vous avez ce problème et quels sont, par exemple, les symptômes qui vous concernent. Et on sait très bien qu'il y a énormément de symptômes autour du SOPK. Donc, je commence avec vous, docteur Zermati. On va un petit peu parler. Pourquoi déjà est-ce qu'on dit le syndrome? Alors, le syndrome, c'est tout simplement une association de symptômes. C'est une maladie qui n'est pas constituée d'un seul symptôme, mais de plusieurs symptômes à la fois. Et c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Et c'est quoi en fait exactement donc le syndrome des syndrome des ovaires polykystiques a été découvert en 1930 par deux chercheurs américains. Ça reste relativement récent. Oh oui. C'est un syndrome qui va associer plusieurs symptômes. Le maître symptôme, c'est les troubles du cycle. Une femme va consulter pour des troubles du cycle beaucoup plus. Deuxième symptôme, c'est l'hyperandrogénie qui peut se manifester cliniquement ou biologiquement. Cliniquement, c'est de l'hirsutisme. On a un excès de pilosité. Mais c'est une pilosité qui est particulière. C'est des poils qui sont épais, bien colorés, de localisation masculine. Généralement un peu sur le visage. Le menton, le torse, la poitrine de la femme, le bas du dos, les cuisses, les bras. C'est une localisation typiquement masculine. Oui. Cette hyperandrogénie aussi peut être accompagnée par de l'acné. L'acné est inflammatoire. Ça ressemble à l'acné qu'on voit chez les adolescents. Voilà, donc de l'acné juvénile. Exactement, en plein poussé d'adolescence. Et aussi par de l'alopécie, c'est une perte de poils ou de cheveux au niveau des cornes frontales. C'est ce qu'on voit typiquement chez les hommes aussi. D'accord, donc ça c'est pour la perte de cheveux. Exactement. Donc si on va récapituler, on a les troubles du cycle, on va détailler par la suite ce que c'est. On a de l'hyperandrogénie, elle peut être clinique ou biologique, et associé à cela, des critères de diagnostic échographique. C'est là où on voit les follicules, il y a plusieurs follicules. Ce n'est pas des kystes, on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, mais en fait, ce n'est pas des kystes. C'est des follicules. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais qu'on va parler un petit peu donc, du cycle de vie d'une femme. Donc, il y a d'abord la puberté, donc l'âge où la femme est, on va dire, est mûre, prête à avoir des enfants. Et bien entendu, donc, la ménopause. Tout ça, ce sont des cycles où les hormones changent. Et en fait, tout est géré en ce qui concerne pour le SOPK. Ce sont les hormones qui sont... on va dire qui sont en cause. En cause, exactement. Alors, ça commence en intra-utérin. Quand on est dans le ventre de notre maman, nous avons notre poule folliculaire, notre petit quota de follicules. Après, on reste en pause pendant toute une période avant la puberté. Une fois qu'on est pubère, qu'on a nos premiers ménages, c'est là où notre axe hypothalamo-hypophysaire, c'est le cerveau qui va contrôler tout cela, et on aura nos premières règles. Les 3 premières années, c'est tout à fait normal qu'il y a des troubles du cycle. Il ne faut pas s'alarmer et dire « Ah, j'ai un trouble du cycle, donc c'est un syndrome des ovaires polykystiques ». Non. C'est dû tout simplement à l'immaturité de notre axe hypothalamique. Par la suite, il y a une composante génétique. Il a été démontré qu'il y a une composante génétique dans ce syndrome-là.
Donc si la maman a ce problème, donc il y a beaucoup de risques. Pas forcément. Tant mieux. Et c'est là où le mode de vie rentre en jeu. D'accord, on reviendra aussi sur le mode de vie avec vous, docteur Berjan. On verra que toute, on va dire que la vie aussi psychique de la personne aussi a une grande influence sur ce syndrome. Tout à fait, tout à fait. Par la suite, nous allons ovuler chaque mois. On va préparer notre follicule qui va devenir mature. Ce follicule mature, il va préparer un ovocyte. Cet ovocyte, c'est lui qui sera destiné à rencontrer un spermatozoïde afin qu'il y ait une fécondation et une éventuelle grossesse. Généralement, est-ce que c'est généralement quand on a envie de concevoir un enfant qu'on se rend compte qu'on a ce syndrome? Généralement oui. Puisqu'on a dit quand on est pubère, c'est vrai que les symptômes sont un petit peu ressemblants, donc on ne va pas s'alarmer, on va se dire oui c'est tout à fait normal, c'est une adolescente, si donc elle a donc cette acné, la prise de poids et tout ce qui s'ensuit, tout ça on peut l'inclure sur le fait qu'on est adolescent, la puberté. Oh oui. Et c'est vrai que la plupart des femmes qui vont consulter, c'est pour un désir de grossesse. Ce qu'on doit retenir aujourd'hui à la fin, c'est qu'un syndrome des ovaires polykystiques n'est égal pas stérilité. On peut avoir une infertilité, une difficulté à concevoir, mais on peut avoir des enfants, mais on n'est pas stérile. Très bien. Ça, c'est le point. Voilà. Donc ça, c'est un point à bien mettre en évidence. Exactement, puisqu'il y a eu des divorces à cause de ça, malheureusement. D'accord. Donc on continue à arriver à... Chaque mois, nous avons notre cycle jusqu'à l'épuisement de notre poule folliculaire. Et là, on aura notre ménopause qui sera précédée par la périménopause, où il y aura aussi des troubles du cycle, encore une fois, puis l'arrêt total de notre cycle menstruel. D'accord. Donc, est-ce que ce sont des kystes? Parce qu'on dit polykystique, on a l'impression que ça serait des kystes. Est-ce que c'est réellement des kystes ou non? C'est pas des kystes, c'est des follicules. Nous, à chaque mois, il y a un nombre de follicules qui va arriver à maturité. Il y a un seul qui va arriver à maturité pour libérer l'ovocyte. Mais dans le cadre du syndrome polykystique, il y a tout un chamboulement hormonal où c'est plusieurs follicules qui vont essayer d'arriver à maturité, mais ils vont stagner, ils vont être bloqués. Alors que dans la normale, il n'y a qu'un seul qui arrive, et ensuite les autres vont diminuer de taille, voire... Exactement. Mais dans le cas du syndrome polykystique, ce n'est pas le cas. On aura plusieurs. C'est une fausse nomination qui va nous prêter à confusion. Ce n'est pas des kystes, c'est des follicules. Donc les ovaires après ressemblent à des petites mûres, c'est ça? Oui, exactement. Très bien. Est-ce qu'on peut voir ça en faisant une échographie? Est-ce que c'est pas aussi simple que ça ou si on peut le voir? C'est facile, c'est très courant d'ailleurs. D'accord. On verra par la suite les différents phénotypes. Il y en a qui ont le syndrome, mais elles ne le savent pas et on va voir les critères diagnostiques. D'accord. Donc, on a dit les symptômes. Est-ce qu'il y a encore d'autres symptômes? Et il y a, alors, pour poser le diagnostic, on a dit, c'est les 3 symptômes essentiels. Les troubles du cycle. Le trouble du cycle. L'hyperandrogénie, un excès de testostérone qui va se manifester soit cliniquement, soit biologiquement. Donc, un excès de testostérone. On sait très bien que nous, les femmes, avons... nous avons un taux qui est très réduit. On a besoin, il est bas. Mais dans le cadre du syndrome, il est plus élevé, plus important. On peut détecter ça en faisant des analyses? Est-ce que c'est fiable ou pas vraiment? C'est fiable. Avec une prise de sang, nous avons toute une panoplie d'examens à faire et on peut poser le diagnostic. Donc si on va reprendre, nous avons les troubles du cycle. Quel type de troubles du cycle? C'est des cycles qui sont lents, au-delà de 35 jours, ou on peut avoir moins de 8 cycles par an. Ces cycles-là, on peut aller jusqu'à une aménorrhée totale. On peut avoir un cycle tous les 2 mois, 3 mois, puis disparition totale. Donc, c'est des cycles qui sont lents. Deuxièmement, une hyperandrogénie, on a dit l'hirsutisme, l'excès de pilosité typiquement masculine dans les zones masculines, avec un excès de testostérone biologique. Ça peut être soit clinique, soit biologique, soit les deux. Et rajouter à cela les critères diagnostiques échographiques. C'est au moins, on doit avoir un seul ovaire qui contient 20 follicules avec une surface qui dépasse les 10 cm². Là, c'est le gynécologue qui va faire l'échographie pour poser le diagnostic. On n'est pas obligé d'avoir les 3 signes à la fois. Il nous suffit d'avoir 2 signes pour poser le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques. Très bien. Ça, c'était pour poser le diagnostic. Qu'est-ce qui peut accompagner le syndrome des ovaires polykystiques? C'est un trouble de l'humeur, trouble du comportement alimentaire, c'est très très fréquent.
On a aussi de l'insomnie, des dépressions, de l'anxiété. Ça, c'est En fait, ça peut majoritairement... engendrer énormément d'autres symptômes et on va dire d'autres problèmes. On a un sujet de notre collègue donc Yasmine Chouir qui a fait pour nous un reportage. On le regarde et on revient juste après. Le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK, est l'une des affections hormonales les plus courantes chez les femmes en âge de procréer. Pourtant, ce syndrome reste largement méconnu et souvent mal compris. Selon des estimations globales, environ 10% des femmes sont touchées par le SOPK. En Algérie, bien que peu de statistiques officielles soient disponibles, le SOPK affecterait des milliers de femmes qui se retrouvent parfois démunies face à ce diagnostic complexe. Le SOPK est un trouble hormonal multifactoriel. Il se manifeste par divers symptômes: menstruation irrégulière, infertilité, prise de poids, acné et excès de pilosité. Derrière ces symptômes visibles se cache un déséquilibre hormonal où les ovaires produisent des quantités excessives d'androgènes, des hormones dites masculines. Cette production excessive empêche l'ovulation régulière, ce qui entraîne des cycles menstruels irréguliers et parfois l'infertilité. Les conséquences du SOPK vont bien au-delà des symptômes physiques. Pour de nombreuses femmes, il entraîne des difficultés psychologiques. L'acné persistante, la prise de poids et l'hirsutisme, la croissance excessive de poils sur les zones typiquement masculines, impactent l'estime de soi et peuvent conduire à l'anxiété et à la dépression. En Algérie comme ailleurs, ces signes visibles peuvent être particulièrement stigmatisants, créant un sentiment d'isolement chez les femmes atteintes. Mais les répercussions du SOPK ne s'arrêtent pas là. À long terme, ce syndrome expose les femmes à des risques de santé graves. Elles sont notamment plus susceptibles de développer des maladies comme le diabète de type 2, l'hypertension et des troubles cardiovasculaires. Ces complications font du SOPK bien plus qu'un simple problème hormonal. Il s'agit d'une condition qui affecte toute la santé physique et mentale de la personne concernée. Un des plus grands défis avec le SOPK est le diagnostic. Le délai pour être diagnostiqué est souvent long, car les symptômes varient énormément d'une femme à l'autre. Certaines femmes peuvent attendre des années avant de recevoir un diagnostic précis, et bien souvent ce diagnostic intervient après des années de souffrance physique et mentale. Il est essentiel de sensibiliser à cette maladie pour réduire ces délais et offrir un soutien plus rapide. Pourtant, il existe des solutions pour mieux vivre avec le SOPK. Une prise en charge adaptée, comprenant un suivi médical, une alimentation équilibrée et de l'exercice physique, peut aider à réduire certains symptômes et à prévenir les complications. Des traitements hormonaux sont également disponibles pour réguler le cycle menstruel et réduire l'acné et la pilosité excessive. Le SOPK est un syndrome complexe et souvent invisible. Pourtant, il est essentiel de lever le voile sur cette condition pour permettre aux femmes d'obtenir un diagnostic plus rapide et des soins adaptés. Briser le silence autour du SOPK, c'est redonner aux femmes une chance de vivre mieux, malgré les défis physiques et émotionnels imposés par ce syndrome, pour que chaque femme puisse être entendue et soutenue dans son combat pour la santé. Voilà, c'était un sujet de Yasmine Chouir, comme on a pu le voir, donc mis à part que ça a un impact sur le corps, mais il y a aussi le mental qui est, on va dire, vraiment touché. Donc, quel effet un petit peu, on va dire, donne le SOPK sur la santé mentale des femmes? Ben écoutez, comme il a été très bien expliqué, c'est les symptômes. C'est les symptômes qui vont un peu impacter l'état de santé mentale chez la femme. D'accord. Et à ce moment-là, ça va effectivement, puisqu'on parle de trouble hormonal. Oui. Et comme on le sait, le trouble hormonal va agir sur l'humeur, sur le trouble de l'humeur, qui vont eux-mêmes engendrer un problème de stress énorme, d'accord, qui peut même devenir chronique, d'accord, et aussi un état dépressif. Et surtout, puisqu'on a parlé des autres symptômes sur le corps, ça va aussi impacter l'image corporelle. Voilà. En même temps aussi, quand on n'a pas encore le diagnostic, quand on va dire on n'a pas encore vu la gynéco qui nous a posé un nom sur nos mots, en fait c'est tout le mental qui travaille. On ne sait pas, surtout quand on ne sait pas, peut-être que quand on sait ce qu'on a, peut-être que est-ce qu'il est plus simple de gérer?
Ben, c'est pas simple puisqu'on parle quand même de troubles de cycle irréguliers déjà, d'accord? Donc comme on l'a expliqué, ça va impacter l'image corporelle et à ce moment-là, ça va donner des problèmes d'estime de soi, de confiance en soi. Donc ça va bouleverser émotionnellement et aussi le moral des femmes. Donc quelle stratégie pour améliorer un petit peu, quelles sont les stratégies que vous proposez pour pouvoir améliorer tous ces troubles? Alors, les troubles, maintenant, il faudra préciser, c'est-à-dire qu'il faudra d'abord mesurer si l'état dépressif et l'état d'anxiété sont élevés. À ce moment-là, il faudra consulter. C'est-à-dire qu'il faut aller voir un spécialiste de la santé mentale, d'accord, pour mesurer l'état de dépression, l'état de stress, d'accord. Ensuite, proposer des solutions, soit des traitements médicamenteux, d'accord, lorsqu'il s'agit quand même de symptômes physiologiques tels que les troubles du sommeil, tels qu'une anxiété, tels que des crises aussi d'angoisse, et faire un travail d'accompagnement psychologique aussi. On va rappeler à nos téléspectateurs donc, que nous sommes en direct, que Ma Famille Ma Vie est en direct, et vous pouvez donc nous appeler au numéro qui s'affiche, donc le 021 23 98 91. Si vous souffrez de ce syndrome ou quelqu'un dans votre entourage en souffre, vous pouvez nous appeler pour témoigner et partager donc avec le reste des téléspectateurs, parce que comme on le dit, ça reste quand même une maladie, enfin plutôt un syndrome qu'on a découvert récemment. On commence encore, les recherches sont encore en cours jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque on essaye un petit peu de trouver l'origine. Donc ça a été un peu flou pendant très longtemps, l'origine donc de ce syndrome. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que les tranches d'âge sont différentes? Est-ce que par exemple une jeune femme, on va dire, va subir, on va dire, le même poids qu'une femme un peu plus mûre? Est-ce qu'ils le vivront de la même manière? Vous savez, on va dire que chaque période, comment on réagit. Généralement, à la puberté, les adolescentes, elles sont concentrées un peu sur leur image corporelle. Effectivement, beaucoup même. Donc là, elles vont travailler un peu leur identité, leur estime de soi, d'accord. Mais quand vous allez présenter un trouble pareil, d'accord, donc ça va affecter, ça va impacter tout votre bien-être, forcément, bien sûr, ça va les bouleverser. Surtout, par exemple, pour une femme qui a envie d'avoir des enfants, par exemple, qui vient de se marier, fraîchement mariée. Pour les femmes, c'est autre chose, voilà, c'est-à-dire que le fait de savoir qu'on peut avoir un problème d'infertilité, c'est-à-dire il y a un risque de ne pas pouvoir tomber enceinte, ça va... Déjà, c'est une source d'anxiété, de stress. Bien sûr, tout à fait, beaucoup. Et puis un sentiment de honte aussi, ne pas se sentir comme les autres, ne pas se sentir capable d'avoir une grossesse, donc subir cette pression aussi sociale. Voilà. Très bien. Donc, il faudrait qu'on le rappelle, je pense que tout au long de l'émission, il faudrait dire que, en fait, ça ne cause pas de stérilité. Ça, c'est super important de le rappeler à chaque fois. On peut avoir une difficulté à concevoir avec un accompagnement médical. On peut tout à fait concevoir, mais pas de stérilité. On n'est pas stérile. Très bien. Très bien. Donc, on va un petit peu, on a donné un petit peu tous les symptômes, mais comme on a vu, ça peut être différent d'une femme à l'autre. On peut avoir, par exemple, tous les symptômes ou juste quelques-uns. Et donc, ensuite, quand, par exemple, on va voir notre gynéco, le diagnostic est posé. Quelle est l'attitude et qu'est-ce que nous devons faire? Par rapport à la prise en charge, la prise en charge va différer d'une patiente à une autre selon l'âge et le désir de grossesse ou pas. On ne va pas traiter une patiente célibataire comme une patiente mariée qui désire avoir une grossesse. On va traiter le symptôme. S'il y a une prise de poids importante, à ce moment-là, on doit prescrire un régime, orienter notre patiente vers nos collègues nutritionnistes afin qu'il y ait une bonne prise en charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques, elle est multidisciplinaire. Tout à fait. On a besoin du gynécologue, du psychologue, on a besoin aussi d'un endocrinologue et un nutritionniste. Très bien. Donc on doit avoir, on va dire, ces 4 spécialistes pris en charge. Tout à fait. Très bien. Et en ce qui concerne le traitement, comme on l'a dit, il va dépendre du symptôme. S'il y a les troubles du cycle, on va donner un traitement pour
que le cycle de la femme soit plus ou moins régulier. Si le symptôme, c'est l'hyperandrogénie, on va donner un traitement pour diminuer ce taux de testostérone, un anti-androgène. Il faut savoir que récemment, parmi le panel thérapeutique, l'épilation par le laser fait partie des traitements pour l'hyperpilosité chez les femmes souffrant d'une hyperandrogénie dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques. Pour l'hyperinsulinisme, nous avons le traitement médical, là c'est le médecin qui va le prescrire. Et tout ce qui est troubles de l'humeur et tout, c'est l'accompagnement et les traitements aux besoins. Très bien. Donc ça sera, on va dire, pareil pour une jeune femme ou une femme mariée. La prise en charge sera la même. Quelle est la différence de l'infertilité? Très bien. Et donc, par exemple, pour l'infertilité, qu'est-ce que vous allez mettre en place? On va accompagner ces follicules qui n'arrivent pas à arriver à maturation. On va donner un traitement qui va induire l'ovulation. Et il faut savoir que c'est la première étape. Ça peut marcher au premier stade. Et si ça ne marche pas, il y a d'autres étapes à passer jusqu'à arriver à la procréation médicale assistée. Et dans le cadre du syndrome polykystique, il faut savoir qu'il y a plusieurs phénotypes. Il y a des personnes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques qui n'ont pas de troubles du cycle. Comme on l'a dit, il nous faut deux critères sur 3. On peut avoir l'hyperandrogénie et les critères échographiques en ayant des cycles qui sont tout à fait réguliers et on peut ovuler chaque cycle. Dans ce cas-là, cette femme, elle n'aura pas de problème d'infertilité. Ah, donc en fait, c'est lié au cycle. Donc si le cycle est là et régulier, donc on va dire qu'elle ne souffrira pas. D'accord. C'est par rapport à l'ovulation. Si elle ovule spontanément ou elle a besoin d'une aide médicale pour déclencher cette ovulation afin qu'il y ait une grossesse. Très bien. Donc, sur le côté psychologique, quelles sont, on va dire, les prises en charge? Qu'est-ce que vous conseillez, en fait, à vos patientes quand elles viennent vous voir? Là, encore une fois, on va mesurer l'état de dépression. On va aussi mesurer l'état d'anxiété, d'accord? Et puis, on va aussi voir l'impact des symptômes sur l'image corporelle. C'est-à-dire comment est-ce que la patiente vit ces symptômes, puisqu'on parle quand même de pilosité, d'acné. Donc ça va quand même altérer l'image corporelle. Et à ce moment-là, ce qu'on propose, si le taux d'angoisse est élevé et le taux de dépression est élevé, là, on peut orienter un spécialiste comme le psychiatre qui va prescrire des médicaments, d'accord, des antidépresseurs, des anxiolytiques, afin d'atténuer quand même le taux d'anxiété. Et puis, ce qu'on peut proposer, c'est des séances déjà de verbalisation pour mieux gérer ses émotions et aussi des techniques de relaxation. Est-ce que systématiquement, ça donne de la dépression? Ah bah oui. Puisqu'on parle quand même de troubles de l'humeur. C'est des troubles quand même, un trouble hormonal, il engendre souvent... Et ça peut être sévère d'une personne à l'autre ou généralement, on va dire, ça reste un état dépressif, d'angoisse ou de déprime très profonde? Là, ce qu'il faut savoir, quand il s'agit d'un trouble hormonal, bien sûr, c'est-à-dire que c'est organique, donc forcément, ça va donner un trouble de l'humeur, d'accord? Après, comment on répond à ce genre de symptômes, ça dépendra d'une personne à une autre. Donc ça dépendra de son fonctionnement. Très bien. Voilà. Donc qu'est-ce que vous proposez en fait un petit peu pour améliorer la vie de ces femmes-là, donc à tête de ce syndrome? Alors, mis à part la prise en charge psychothérapique qui va consister justement à la verbalisation des émotions, mais aussi des techniques de relaxation pour travailler l'image du corps, pour travailler l'estime et la confiance en soi. Mais aussi, ce qu'on peut proposer, c'est de pratiquer une activité physique. Justement, on revient beaucoup, on parle beaucoup donc d'activité physique, qui est, on va dire, un élément incontournable. Ah bah oui, c'est par où forcément, puisque c'est en lien avec votre image du corps. Et donc, à ce moment-là, on peut proposer de la marche. On peut aussi proposer des balades dans la nature, parce que l'oxygène, quand même, ça permet de respirer. Et travailler aussi sur les techniques de respiration qui permettent justement de se retrouver en équilibre avec cette image du corps. Donc, indispensable de faire une activité physique. Indispensable, tout à fait. Très bien. Donc, de l'activité physique, vous, j'imagine que vous aussi, vous ne le prescrivez pas sur l'ordonnance, mais vous insistez sur cet aspect-là. C'est important, pas uniquement pour les personnes qui sont atteintes de ce syndrome, le syndrome des ovaires polykystiques,
et pour tout le monde. Bien entendu, c'est clair que l'activité physique, il ne faut pas, on va dire, avoir un quelconque problème pour en faire. Il faut en faire quotidiennement, on le rappelle, on essaie de le dire. Mais surtout on va dire, dans ce syndrome-là, dans le syndrome, il est impératif d'avoir une activité physique. Exactement. Ça va réguler notre métabolisme, ça va éviter la prise de poids pour les personnes qui ne sont pas en surpoids ou en obésité. Dans le cadre de ce syndrome, on a toujours une idée fausse qu'une personne atteinte d'un syndrome des ovaires polykystiques est égale à une personne obèse ou en surpoids. Or que, on va revenir toujours au phénotype. Il y a des personnes qui sont en surpoids, il y a des personnes qui ont un IMC ou un index de masse corporelle qui est tout à fait normal. Elles ne sont pas en surpoids. Même celles-ci, elles ont besoin de pratiquer une activité physique régulière. Il y a aussi un volet très important qui est la nutrition. Exactement. On en parle vraiment, on dit que, on va pas dire que c'est un remède miracle, mais c'est très très important d'avoir une alimentation équilibrée, mais pas que, c'est pas rien que l'alimentation équilibrée. Ce sera une alimentation beaucoup plus anti-inflammatoire. Voilà, c'est une maladie qui a une composante inflammatoire. Et dans ce cas-là, nous devons privilégier les aliments à nature brute. On doit se rapprocher beaucoup plus de la nature et éviter tous les aliments qui ont subi une transformation industrielle. Du coup, notre assiette doit toujours être composée de légumes, le maximum de légumes, une petite part de féculents et des protéines. Donc 50% de légumes, il faut le dire. Et 50%, quand on dit 50%, on parle de 25% cru et 25% cuit pour les gens qui n'aiment pas le cuit. D'où la nécessité d'ailleurs de consulter un diététicien, c'est-à-dire il faut être suivi par un nutritionniste qui va gérer justement les troubles alimentaires. Le pH du sang a son importance dans ce syndrome? Pas vraiment. Pas vraiment. On dit que j'ai entendu dire qu'il fallait peut-être que le pH soit, on va dire, plus pas trop acide. Il faudra éviter ça pour tout le monde, mais pas spécialement dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques. Très bien. Donc, alors, on a dit de l'activité physique, aller peut-être marcher, faire du sport, tout dépend de la personne. Hein. Si on est quelqu'un qui aime bouger, peut-être aller en salle, faire de l'exercice, ou si on est plutôt un coach aussi, ce serait bien de se faire aider aussi par un coach sportif qui va vous accompagner dans cette épreuve justement, pour vous motiver, vous encourager. Donc, on voit là, à l'image un petit peu les aliments. Est-ce qu'il y a des aliments que nous devons bannir? Comme on a dit, c'est tous les aliments qui ont subi une transformation industrielle. On va privilégier les biscuits qui ont été faits à la maison. On doit privilégier tout ce qui est farine de blé complet, les pâtes complètes et diminuer aussi les aliments qui ont un index glycémique élevé. Pas les supprimer totalement. On comprend qu'on a des moments où on a des petites envies, ça se comprend, mais privilégier beaucoup plus tout ce qui est sucre naturel. Si on va prendre par exemple un goûter, on ne va pas prendre un fruit tout seul. Il faudra toujours l'accompagner par une boisson ou par un blé complet, un pain complet. Donc est-ce que au fil du temps, le SOPK peut donner d'autres maladies, peut être la cause d'autres maladies? Oui, malheureusement oui. D'où la nécessité du suivi et de la prise en charge qui doit être régulière. On risque on a de l'insulinorésistance dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques. Du coup, on risque de faire un diabète de type 2 à l'âge au-delà de 40, 50 ans ou bien avant, selon la prédisposition de la personne. On risque aussi d'avoir des anomalies dans le bilan lipidique, une triglycéridémie ou un problème tout ce qui concerne le cholestérol. Et dans ce cadre, c'est un syndrome métabolique. Nous avons le diabète, nous avons la dyslipidémie et le risque cardiovasculaire augmente. Le risque des atteintes cardiaques augmente et le risque des AVC augmente aussi. D'où la nécessité dans un premier temps, il faut expliquer aux patients cela, pas à la première consultation bien sûr, petit à petit. D'où la nécessité d'avoir un rythme, une hygiène de vie correcte dès le jeune âge, dès la pose de ce diagnostic.
Donc si bien sûr le diagnostic a pu être posé dès le jeune âge, parce que comme on a dit, pendant très très longtemps, les femmes restent, on va dire, ignorantes de ce syndrome et on le découvre quand même un peu tardivement. C'est vrai. On va dire quelques mois, même quelques années, un peu, pas trop tard. Mais est-ce qu'il est préférable on va dire, de détecter ça et si on le vit mieux ou on peut le soigner quand c'est détecté un peu plus jeune? Pour le moment, il n'y a pas de traitement curatif, mais par contre, on peut améliorer, comme on a dit, la qualité de vie, améliorer les symptômes et réduire le risque cardiovasculaire à un âge avancé. Très bien. Est-ce que la vie sociale est importante dans ce syndrome? Quels sont, on va dire, les impacts des femmes souffrant de ce syndrome sur leur vie familiale, leur vie sociale? Est-ce que ça a un impact? La vie personnelle aussi. La vie personnelle aussi. Tout à fait, parce que quand on a un trouble comme ça, d'accord, ça va déjà vous pousser à un sentiment déjà de culpabilité, parce que vous n'allez pas vous sentir comme les autres, avoir un cycle régulier ou avoir un problème quand on va poser le diagnostic et dire et informer la femme qu'elle a un problème d'infertilité, ça va engendrer chez elle une pression énorme. Et d'où par exemple les absences au travail, se retirer un petit peu de la vie sociale, l'isolement, donc ne plus avoir des réunions de famille, peut-être ne pas vouloir assister. Bien sûr, bien sûr. Et puis les attentes, une femme mariée, les attentes de sa belle famille ou de la famille. Oui, le poids de la société. Tout à fait, qui vont par exemple attendre un enfant et que voilà, ça va quand même donner un impact très important par rapport à cette pression. Donc, mis à part, on a dit d'abord le sport, comme remède, pas comme remède, mais comme, on va dire, une façon de mieux vivre, d'améliorer son cadre de vie. S'entourer aussi, c'est important, s'entourer de personnes. Bien sûr, bien sûr. En parler autour de soi, avec sa famille, avec son conjoint, avec l'entourage, avec des amis, ça peut aider beaucoup, bien sûr. Mettre des mots, ça peut toujours participer à gérer nos émotions. C'est très important et surtout pour ne pas s'isoler. Voilà. Donc l'isolement est vraiment, on va dire, la chose à éviter. Bien sûr, parce que l'isolement, déjà il faudrait savoir que s'isoler, ça peut vous pousser à avoir des complications. Vous savez, quand on parle d'état dépressif, ça peut se compliquer. On peut connaître quand même des cas qui peuvent arriver à des complications telles que des pensées négatives, des pensées suicidaires. Donc là, il faudrait faire très attention avec ces réactions. Voilà. Et on parlait aussi autour de soi, par exemple, on parlait à son époux, la famille proche, de façon à ce qu'on va dire, ils aient conscience déjà les informer. Et puis ça permet aussi de mieux connaître la maladie et de mieux, j'allais dire, la soutenir. Voilà. Très bien. Donc, on va revenir un petit peu aux jeunes adolescentes. Est-ce que, par exemple, quand certains de ces symptômes sont là, est-ce qu'il est préférable d'aller consulter, on va dire juste pour enlever le doute? Oui, mais pas dans les 3 premières années qui ont suivi la ménarche ou les premières règles. Comme on a dit, c'est tout à fait normal d'avoir des troubles du cycle. Donc pas avant 3 ans, pas avant 3 ans pour une jeune fille. Très bien. Après, si c'est récurrent ou ça persiste, à ce moment-là, il vaut mieux consulter. Très bien. Donc par exemple l'acné, la prise de poids et tout, donc les 3 premières années, pas lieu de s'inquiéter, on laisse notre adolescente, on va dire, vivre son adolescence et un petit peu faire connaissance avec son corps et tous ces changements. Mais au-delà de ces 3 années... À ce moment-là, il vaut mieux consulter un endocrinologue, un dermatologue ou un gynécologue afin d'éliminer les autres diagnostics différentiels. Très bien. Donc, quelques conseils pour nos téléspectatrices? Dans un premier temps, il ne faut pas dramatiser les choses. C'est une maladie très très fréquente de nos jours. Plusieurs femmes sont atteintes, c'est la maladie du siècle. Que ce syndrome-là n'égale pas stérilité, on le redit à chaque fois. Voilà, c'est très important, il faut le dire. C'est rassurant de savoir ça. Une difficulté à procréer, mais pas être stérile, on peut avoir des enfants. Dans un troisième temps, les règles hygiéno-diététiques ou un mode de vie sain est important pour tout le monde, pas spécialement les personnes atteintes de ce syndrome. Mais dans ce cas-là, c'est une pierre angulaire à ne pas écarter, c'est super important. Et l'alimentation,
je pense que ça sera... Donc alimentation, exercice physique et aussi relaxation. Relaxation. Relaxation, parce que la relaxation, elle se définit par les exercices de respiration qui sont très importants à travailler l'image corporelle. Voilà. Très bien. Donc se relaxer. Bien sûr. Voilà, prendre un petit peu de temps pour soi. Tout à fait. Surtout quand on... Voilà, c'est un exercice physique qui passe par la respiration et qui permet justement de se réconcilier déjà avec son corps, mais surtout à travailler l'estime de soi. C'est très important. Très bien, l'estime de soi. C'est un mot qui revient souvent dans notre émission. C'est quelque chose sur quoi on axe, on va dire, un petit peu tous nos efforts parce que quelqu'un qui, on va dire, qui est bien avec dans son corps, dans sa tête, c'est quelqu'un aussi, toutes les personnes qui graviteront autour de lui seront aussi, ils partageront, on va dire, cette joie et ce bien-être. C'est un équilibre. Voilà, c'est un équilibre. La santé mentale, elle a sa place. Il n'y a pas que la santé physique. Pas que la santé physique, effectivement. C'est très important. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci aussi donc, pour tous ces conseils, pour tous ces éclaircissements. J'espère donc que nos téléspectateurs ont pu un petit peu profiter de toutes les informations qu'on a données. Merci encore. Merci. Ça, c'est pour la première partie de notre émission. On va tout de suite enchaîner la deuxième partie juste après ces images et on revient. De retour dans notre deuxième partie de l'émission, vous êtes toujours avec Ma Famille, Ma Vie. Vous pouvez donc nous suivre sur Canal Algérie. Nous sommes en direct jusqu'à 11h30. Et comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, Wided Agabi, docteur Wided Agabi est là. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour nos chers téléspectateurs. Merci d'être là, Wided. Et nous avons Lina Deramchi pour la deuxième fois dans notre émission avec un très grand plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Raïchek, vous êtes coach sportif et de bien-être, c'est ça? Exactement. Voilà, j'aime bien le bien-être. Donc, exactement. Très bien. Donc, on va commencer avec toi, Wided. Donc, on va parler de l'insulinorésistance. Tu vas tout nous dire qu'est-ce que c'est exactement et surtout quel lien il a avec le SOPK. Oui. Alors, l'insulinorésistance, c'est une résistance à l'insuline. Donc, notre corps, il devient résistant à cette hormone. Mais il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'elle fait, cette hormone, dans notre corps. Et cette hormone qui est sécrétée par le pancréas, donc afin de diminuer ou de baisser le taux de sucre dans le sang. Oui. Et son rôle principal, c'est en fait, de stocker ce sucre qui est en excès dans certains organes, qui est le foie, les tissus adipeux ou le tissu graisseux et le muscle. Et ce sucre qu'on va utiliser comme énergie ou comme carburant pour notre corps, justement, il sera utilisé à partir de ces organes. Donc, parfois, cette insuline, ces organes vont devenir résistants à cette insuline. Ce qui va se passer dans notre corps, c'est que ce pancréas, il va encore sécréter de l'insuline pour compenser pour lui. Donc,
pour lui, il y a un manque, alors que non, c'est juste une résistance. Donc, il va faire que sécréter de l'insuline. Donc, il y aura un hyperinsulinisme compensateur dans notre corps. Et cet hyperinsulinisme, par la suite, donc avec le temps, il sera dépassé. Donc, le pancréas, il sera plus capable de sécréter encore de l'insuline, ce qui est la phase du diabète. Parce qu'avant, l'hyperinsulinisme, c'est la phase pré-diabète. Mais après, si on arrive à un pancréas qui est dépassé, donc c'est la phase de diabète. Et donc, est-ce qu'on peut se rendre compte un petit peu de cette phase-là, on va dire, avant qu'on peut le détecter, on va dire? Généralement, c'est asymptomatique, mais par contre, il y a certains symptômes, c'est pas tout le monde qui a ces symptômes, notamment la difficulté à perdre du poids, par exemple, ou certaines lésions pigmentées qu'on retrouve chez certaines personnes, ce qu'on appelle, c'est surtout dans les zones au niveau de la nuque et au niveau des aisselles. Donc, c'est une hyperpigmentation qui doit attirer l'attention de la personne. Il y a des gens qui vont vers des produits cosmétiques, alors que c'est un signe qui peut être en rapport avec une maladie très grave, notamment l'insulinorésistance. Donc, ça doit les alerter pour justement consulter. Parce que c'est cette phase-là qui va... on va dire, lutter contre l'arrivée vers le diabète. Vers le diabète. Donc, on peut quand même, on va dire, on a un petit rattraper les choses. Si rattraper les choses. Voilà. Si on va dire, on détecte ça, on arrive un petit peu à le savoir un peu au préalable. Donc, avec une hygiène, j'imagine, avec une hygiène de vie. Exactement. En fait, cette période-là, il y a des facteurs prédisposants à cet hyperinsulinisme compensateur ou cette résistance à l'insuline. Ces situations prédisposantes sont surtout l'âge et la génétique. Donc, si on a dans la famille des parents qui ont du diabète, par exemple, ou si cette personne a fait déjà un diabète gestationnel, c'est-à-dire un diabète au cours de la grossesse, ou si on a une obésité surtout abdominale au niveau du ventre, ça, c'est des situations prédisposantes à cette insulinorésistance, à un prédiabète. Donc, et il y a aussi des situations qui peuvent accompagner cette insulinorésistance, notamment le syndrome des ovaires polykystiques, le foie gras aussi, on en a déjà parlé la dernière fois, donc la stéatose hépatique, et cette apnée du sommeil. Donc, ces situations sont tout le temps, on va dire, associées. Et si on lutte contre cette insulinorésistance, on aura une amélioration sur le plan symptomatique par rapport au syndrome des ovaires polykystiques, par rapport à cette stéatose hépatique et par rapport à cette apnée du sommeil. Donc, c'est une situation réversible et qui va, on va dire, nous prévenir contre certaines maladies, notamment tout ce qui est problème cardiovasculaire. Très bien. Donc le syndrome métabolique. Vous avez déjà parlé tout à l'heure avec la gynécologue par rapport à ça. Donc, tout ce qui est augmentation de la glycémie, donc le diabète, tout ce qui est les dyslipidémies, augmentation du cholestérol, et c'est ce qui va engendrer donc nos artères seront bouchées à cause de ce cholestérol. Et puis aussi de l'hypertension, des AVC aussi, de l'infarctus du myocarde. Donc, toutes ces situations peuvent être la conséquence de cette insulinorésistance dont on n'a pas détecté au bon moment et on l'a laissé évoluer au fil des années. Voilà. Très bien. Donc, ça fait partie, on va dire, du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, cette Oui, en fait, il y a une relation étroite entre les deux parce que l'hyperinsulinisme et l'hyperandrogénie, donc il y a une relation complexe. Justement, c'était là où je voulais en venir. Quelle est cette relation qu'il y a? On parle souvent de ces deux éléments. Oui, en fait, il y a un effet de cette insuline justement sur tout ce qui est sécrétion hormonale des androgènes. Donc, elle l'a déjà dit tout à l'heure la gynécologue. Et cette hyperandrogénie, justement, par la suite, ce qui va donner tout ce syndrome des ovaires polykystiques, les follicules donc au niveau des ovaires, va mener par la suite vers une infertilité, des troubles du comportement alimentaire, des troubles aussi psychologiques, donc une dépression et tout ce qui s'ensuit par rapport à ce syndrome des ovaires polykystiques. Surtout ces
ces dernières années avec tout le mode de vie qui a changé. On ne dort pas bien, on ne mange pas bien. Donc il y a le stress aussi. Tous ces facteurs vont vers ils vont mener vers cet hyperinsulinisme, par la suite hyperandrogénie et toutes les conséquences cardiovasculaires sur le plan gynécologique, hypertension, diabète, toutes ces conséquences très graves parfois pour la santé. Donc on peut la lier à cette vie moderne, on va dire, que l'on vit, hein, le monde entier, on va dire, en souffre. Hein. Donc que ce soit la sédentarité, que la mauvaise alimentation, le manque de sommeil, puisqu'il y a des études qui prouvent qu'il y a 50 ans en arrière, on dormait 1 heure de plus qu'aujourd'hui. Donc on a perdu 1 heure de sommeil et tout ça influe sur le métabolisme. Exactement, il y a des facteurs qu'on ne peut pas changer, notamment l'âge et la génétique, mais tout ce qui est mode de vie, on peut agir sur ce volet-là. Donc on peut changer notre mode de vie avec tout ce qui est régime alimentaire adapté. Voilà, on va donner des solutions. On a donné comme ça, on a donné un gros paquet de problèmes. Il faudrait bien donner des solutions. Donc quelles seraient les solutions? Alors, il faut suivre des solutions faisables, hein, parce que des fois, c'est vrai qu'on nous donne des solutions, mais qui ne sont pas assez, on va dire, assez réalistes, vraiment réalistes pour qu'on puisse le faire et l'appliquer. C'est très faisable, voilà. D'accord, j'aime bien. Accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde, d'accord. Donc, allez, on va dire une bonne hygiène de vie, une alimentation saine et adaptée. On le disait tout à l'heure, ce qui est nécessaire pour notre corps, pas dans l'interdiction, pas dans la restriction. La frustration. Voilà. La frustration, oui, ça c'est terrible. Oui, qui a un effet encore plus grave et néfaste pour la santé, qui peut mener vers des comportements alimentaires, donc des troubles du comportement alimentaire, tout ce qui est jeûne intermittent et tout ce qui est là, qui est à la mode, donc jeûne hydrique. Voilà, donc actuellement on parle beaucoup Justement, de ça. Oui, on parle du jeûne intermittent, il y a énormément, on va dire, on nous propose une panoplie de choses à faire, mais après, est-ce que c'est réellement... Surtout. Oui. Voilà. Donc, ça peut être, on va dire, risqué pour notre santé. On peut tomber dans des carences. Donc, il vaut mieux adapter un régime alimentaire sain et adapté, et c'est-à-dire personnalisé à notre corps. Voilà, c'est important. C'est important. Voilà, donc ne pas appliquer directement, parce que chaque métabolisme, on le dit à chaque fois, est différent. Chaque personne a des besoins, on va dire, moindres ou plus qu'une autre personne. Oui, exactement. Donc, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, donc il y a des gens qui font des régimes seuls. Il vaut mieux être accompagné par un professionnel, donc un diététicien, qui va les aider à justement passer cette phase-là, donc à retrouver l'équilibre de leur corps. Et puis, le régime seul n'est pas suffisant. Il faut toujours l'accompagner par une activité physique. Donc, la moindre, c'est la marche. Voilà, la moindre des choses. La moindre, c'est la marche. Donc, faire une marche quotidienne. Se forcer à sortir de la maison, parce que c'est pas évident. J'en fais partie. Donc, il y a des moments où je me dis, oui, en fin de journée, je vais sortir, je vais aller marcher. Fin de journée, c'est vraiment la grosse flemme qui s'installe. Mais en fait, il faut un petit peu faire des excuses pour faire l'activité physique, alors que normalement, faire de la marche quotidiennement, c'est déjà suffisant pour notre santé. Après, voilà. C'est déjà un début. Exactement. Déjà, rien qu'aller faire ses courses, essayer par exemple de ne pas trouver le marchand le plus près de la maison, aller un peu plus loin, un petit effort, ne pas prendre la voiture ses enfants à l'école, parce que même pour les enfants, l'activité physique est très très importante. Actuellement, les enfants, ils sont dans la voiture ou carrément à l'école toute la journée. Il n'y a aucune activité physique, donc c'est pas bien pour leur développement psychomoteur. Donc accompagner ses enfants à l'école, c'est une activité physique. Donc le faire quotidiennement, ça va aider le corps à retrouver son équilibre. Et avec tout ça, il faut lutter contre le stress. Avec toutes les méthodes, donc yoga, bien-être. Zen attitude. Voilà. Très bien. Dans ce cas, c'est important. Tu nous as fait la transition, Wided. On va passer tout de suite donc à la rubrique de Lina. Et c'est bien-être à domicile. Donc Lina, j'ai vu que tu suivais le débat avec beaucoup d'intérêt. Tu vas apporter de l'eau à notre moulin. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil? Alors déjà, après avoir vu ce que ça va impacter sur notre physique, il y a également des symptômes qui vont toucher notre émotion, donc nos émotions, pardon, et nos sentiments, nos sensations, notre bien-être en lui-même. Et à travers cela, il est très important de commencer
par vouloir déjà ce changement, donc interne. Et on peut déjà commencer par une petite activité physique, comme elle disait tout à l'heure, une petite marche, vraiment sans aller vers l'intensité. L'intensité va venir progressivement. D'accord. Et je peux intégrer à cela le yoga. Le yoga... Une activité que j'aime beaucoup. Exactement. Voilà, donc les téléspectateurs le savent, je suis une fan de yoga. C'est très sain et très doux pour le corps. Donc on ne va pas chercher l'intensité. Un yoga doux avec certaines postures, et ça a d'ailleurs été prouvé scientifiquement que certaines postures favorisent justement la circulation sanguine au niveau des ovaires et ça réduit les douleurs que nous ressentons au niveau du bas du dos, de l'abdomen. Par cela, je vais commencer par introduire certaines postures. Nous avons par exemple la posture de l'enfant étiré. C'est une posture où on va venir vraiment étirer toute la colonne vertébrale, l'abdomen également va se détendre et la région pelvienne aussi va se relaxer. Donc on peut le remarquer, à travers cette posture, il y a une respiration profonde qui se fait effectivement s'effectuer voilà, pour relâcher le stress et la pression. Nous avons également une autre posture très conseillée, c'est la posture donc, du papillon allongé. Alors j'aimerais bien voir c'est quoi le papillon allongé. D'accord, voilà, très bien. C'est celle-ci. C'est le fait déjà, donc on va le remarquer, les ovaires vont se détendre, le dos, les hanches vont s'ouvrir, la circulation du sang va passer à travers chaque partie également. Une respiration profonde doit s'effectuer aussi dans cette posture. Nous verrons également la posture du chameau. Donc cette posture qui travaille aussi l'abdomen, le bas du dos. Ce sont des postures vraiment accessibles à tout le monde qui vont nous permettre de se détendre. C'est pas difficile, on va dire. Il ne faut pas avoir une souplesse bien précise. Souplesse, mais il est toujours important d'effectuer cela avec un professionnel. C'est très important parce que pour éviter les blessures, pour éviter une mauvaise posture, il vaut mieux effectuer cela avec un professionnel. Parce qu'en fait, tout doit se faire en douceur. C'est ça qui est, on va dire, l'élément le plus important. Et c'est d'ailleurs l'élément qui nous mène vers ce chemin du bien-être. La recherche et la quête du bien-être. Il y a également ce qu'elle disait tout à l'heure, la psychologue, était très très important sur la respiration, les exercices de respiration. Ça aussi c'est un deuxième volet très important qu'il faut prendre en considération car l'une des raisons pour laquelle on n'est pas bien se passe d'abord dans notre cerveau. C'est la première raison. Donc les idées que nous avons, les pensées, la frustration. Donc tout viendrait de notre respiration? Oui, exactement, parce que plus on respire correctement, plus l'air arrive progressivement au cerveau et plus les idées deviennent plus claires. Et lorsque les idées deviennent plus claires, le stress et surtout le taux de cortisol diminue dans le corps, donc l'hormone du stress. Également, l'anxiété baisse, le stress est réduit comme je le disais et je vais donner une petite méthode de respiration qui est très très simple, accessible à tout le monde aussi. D'accord, je suis preneuse. D'abord je vais corriger quelque chose. Nous avons tendance à respirer d'une manière incorrecte. Là par exemple, si je te disais inspire, comment vas-tu inspirer? Alors, de là, comme ça. Tu inspires, donc tu rentres le ventre et tu montes les épaules. Oui. Ce qui est faux. D'accord. Les docteurs et les professionnels nous ont corrigé cela en nous disant qu'à l'inspiration, nous devons gonfler le ventre. Les épaules ne bougent pas. Parce que lorsqu'on bouge les épaules, cela nous pousse à contracter ici au niveau du cou, de la nuque et des cervicales. Donc il ne faut pas bouger les épaules. On reste, on garde une posture bien droite, on inspire profondément, on gonfle le ventre et ce n'est qu'à l'expiration qu'on va relâcher et faire rentrer le ventre. D'accord, c'est un petit peu comme la respiration des bébés. Exactement. Oui, d'accord. Voilà. On appelle cela une respiration profonde ou respiration abdominale. Et l'exercice que je peux donner donc à nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui serait de déposer la main droite sur le cœur, la main gauche sur le bas du ventre, fermer les yeux quelques instants et inspirer profondément par le nez et ensuite expirer délicatement par la bouche. Vraiment pour détendre le corps, relâcher la pression. Et ils vont très très vite remarquer qu'en pratiquant cela quotidiennement, ou même si ce n'est qu'une fois par jour, ils vont ressentir la différence donc, dans le mental, dans le corps et surtout au niveau de leurs idées. Et en tout cas, ça marche réellement. On voit l'effet, on va dire, instantanément. Il faut pas prendre beaucoup de temps. Généralement, on peut s'isoler ou non. Absolument. On peut le faire, on va dire, ça prend quelques minutes. On fait ça juste pendant quelques minutes. C'est largement suffisant. Oui. Et surtout, c'est très bénéfique. Ça ne prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie, mais le résultat
résultat, par contre, il est énorme. Et c'est très très important de noter cela. Donc c'est pour ça que le yoga, avant même d'aller vers des activités physiques plus intenses, je conseille toujours par commencer avec une activité douce, exactement. Le yoga, des postures douces, délicates, qui ne vont pas brusquer notre corps. Et ça va nous permettre justement de nous détendre. D'accord, donc important de nous détendre, d'essayer de trouver un petit peu cette sérénité et ce calme, faire retomber toutes les tensions. Peut-être faire ça en fin de journée, c'est utile En ou fin même... de journée, en début de journée, le matin, avant de commencer notre journée. Oui. D'accord. Voilà. Wided Agabi, d'autres conseils par contre? Oui, je pense que tout ce qui est cause de stress, tout ce que cause le stress dans notre corps comme dégâts néfastes. Donc, il vaut mieux lutter contre ce stress par plusieurs méthodes qui sont accessible, facile. On peut le faire seul à la maison ou là où on est. Donc, ça va nous aider à retrouver l'équilibre, à éviter des maladies très très graves. Et vous savez qu'actuellement, le stress, c'est la maladie du siècle. Donc, elle cause beaucoup de maladies. Donc, voilà. Donc, ça serait bien d'adopter le yoga comme une méthode. Voilà. Lina, est-ce qu'il y a encore une posture que tu voulais nous proposer? Oui. Alors, il y a également la posture qu'on va nous montrer. Oui, on va voir. Juste là, à la télévision. Moi, je prends note. Hein, je suis en train de... Ça s'appelle la posture passerelle, c'est ça? Le pont. Le pont. Ah le pont. Oui. C'est la posture du pont. Également, il y a plusieurs variations. Donc là, ça reste la plus facile, la plus simple et la plus accessible. C'est une posture qui est également très douce et délicate. Non, pas tant que ça. Donc ça, c'est une variation. Et on va remarquer que cette posture-là, justement, elle va venir travailler l'abdomen, le dos, surtout le bas du dos, parce que généralement, on remarque que les personnes atteintes du SOPK ont énormément de douleurs au niveau du bas du dos et des ovaires. Et ces postures-là, douces, vont réduire cette douleur et vont détendre les muscles et les vertèbres. Oui, toujours également avec une respiration profonde, c'est très très important. Donc le nom de cette posture? Bridge, le pont? Bridge pose. Bridge pose. Oui, très bien. Très bien. Donc à faire de préférence, si on n'est pas, on va dire, on n'est pas initié, on n'a pas commencé, on n'a jamais fait de yoga, il vaut mieux commencer toujours avec un professionnel. Exactement, c'est très très important parce que un professionnel saura vous encadrer, saura vous suivre, saura corriger surtout les postures parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Oui, saura corriger la posture et vous donner des postures selon l'aptitude de votre corps. Donc sans pour autant forcer ou pousser votre corps à faire quelque chose qu'il ne peut pas. Ça va aller vraiment en douceur, avec délicatesse. On va encadrer cette personne-là selon ses besoins physiques. Donc par exemple moi, lorsque je vais enseigner ces postures pour des personnes qui ont des problèmes, donc notamment le syndrome du SOPK, je vais aller en douceur. Donc je vais voir déjà jusqu'où cette personne peut aller, comment ces douleurs réagissent sur son mental, comment est-ce que cela affecte son aspect physique. Et ensuite, je vais m'adapter selon ses exigences à elle. D'accord. Voilà, d'où l'importance de toujours faire appel à un professionnel, toujours dans un premier temps, comme ça on se fait suivre, on demande conseil. C'est une prise en charge pluridisciplinaire entre le médecin, psychologue, donc les psychothérapeutes, les coachs. Donc ils vont suivre l'activité physique, le diététicien va nous aider pour le régime alimentaire, aussi le médecin va nous accompagner pour tout ce qui est contrôle et tout ce qui est traitement médicamenteux, et le psychologue sur le plan psychologique. Donc aussi tout ce qu'elle a dit, tout ce que va donner le yoga pour le côté psychologique de la femme qui passe par ou qui est en train de, on va dire, elle vit ce syndrome SOPK mal, donc ça va l'aider pour sortir des idées négatives, de la dépression, donc c'est très très important. Surtout ça, l'épisode dépressif qu'elle ressent, de l'incertitude justement causée par ses organes reproducteurs. Donc on va remarquer cela, comme elle a dit également la psychologue tout à l'heure, le stress, les attentes, la frustration sociale aussi. Et en même temps, c'est extrêmement rassurant quand on a des professionnels autour de nous d'être conseillés, d'être suivis, parce qu'on a toujours ce doute qui est là, qui va nous créer encore de l'anxiété. Donc quand on est conseillé, suivi comme ça... le doute, le stress,
la peur, ça va justement aggraver ces symptômes. Voilà. Et donc ça va aggraver également la maladie. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos conseils. Merci Wided Agabi. Merci à vous. Merci Lina Deramchi. Ce fut un plaisir de vous avoir. On arrive déjà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis, restez toujours sur les programmes de Canal Algérie et vous retrouverez Demain ma famille, ma vie